France Maghreb 2. Merci d'être avec nous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est parti pour votre LGF. Ça s'appelle le Grand Forum et tous les jours on vous donne rendez-vous avec le plus grand plaisir de 16h à 18h avec aujourd'hui un duo de filles, Anissa Regui et Nadia Lazouni. Bonjour Nadia. Bonjour Christophe, bonjour les auditrices, auditeurs, content d'être là. Dis donc, à l'heure aujourd'hui, je suis épaté. C'est pas sympa, j'allais te le dire en off, s'il te plaît, Christophe, ne me dis pas. Non mais c'est bien, non, mais franchement je te félicite. Merci. Il faut toujours féliciter quand c'est bien. C'est le ramadan, c'est le mois de la réforme. C'est ça, voilà, c'est ça. Anissa Regui qui sera avec nous dans un instant. Oui. Alors ma chère Nadia, alors là tu nous as prévu un avis tranché. Mais oui, un avis tranché qui va un peu avec le mois de ramadan. C'est-à-dire Je serai ironique comme à mon habitude. Mon avis tranché, ça sera, vous avez dit saucisson de veau halal, point d'interrogation. Voilà. Ça comme. Voilà. Le coup de cœur. Ah, je vais ouvrir tout de suite, Ah, puisqu'on raconte tout à nos auditeurs. Anissa Regui. J'ouvre la porte. Anissa Regui, on attend, regardez. On y c'est du direct. Voilà, hop, on ouvre la porte à Anissa Regui qui va donc nous rejoindre et nous aurons également une invitée sur France Maghreb 2, Elsa Lefort qui est l'épouse de Salah Amouri. Donc sur France Maghreb 2, elles sont toutes mouillées parce qu'aujourd'hui évidemment il pleut énormément sur Paris en ce moment. L'orage est de la partie, les éclairs ont grondé. Bref, c'est un véritable mardi d'hiver qui frappe Paris aujourd'hui. Comment ça va Anissa? Ça va très bien Christophe. Toute Désolée mouillée. pour Oh, elle est toute mouillée. Anissa, ça va Ouais, bon, ça mouille, hein. Un petit peu, ouais, quand même, Un on petit peut peu, le dire. ouais. Un peu beaucoup avec les orages. Journée ouais. d'hiver. Ouais, tout à fait. Alors, Nadia, ton coup de cœur. Ah, mon coup de cœur, Oui. en fait j'en ai plusieurs. Ah. Et puis, au bout du compte, j'avais parlé d'un voyage éthique en Inde, mais j'en parlerai à une autre occasion. J'ai envie de parler des ouvrages, de l'œuvre du professeur Tayyab Chouiref, Ah, super. qui est un spécialiste de la mystique musulmane, et notamment de l'auteur Al-Razali, et qui est un excellent compagnon spirituel en ce mois béni. Donc je recommande à nos auditrices, auditeurs, peut-être de découvrir dans un premier temps ces interventions vidéo que vous allez trouver sur YouTube et notamment la chaîne Lumière d'Orient. Moi j'ai découvert la conférence sur l'alchimie du bonheur. Comment atteindre ce bonheur? Mais en fait, qu'est-ce que le bonheur? Qu'est-ce qu'on cherche? Le bonheur spirituel. Donc après, j'ai regardé, j'ai lu le livre. Hein, c'est juste poignant. Il y a aussi sa conférence sur lire et comprendre le Coran. Comment aujourd'hui, dans notre contexte, les versets peuvent nous parler, puisqu'à l'époque, ils descendaient en fonction aussi de situation, et donc forcément, c'était beaucoup plus parlant pour les compagnons. Et comment aujourd'hui faire écho avec notre quotidien. Donc là, j'ai le livre aussi. Et puis il y a énormément d'autres livres. Là, j'ai pas les noms en tête. C'est un peu spontané là, comme coup de cœur. Tu remarqueras que je l'ai changé, Christophe. Mais voilà, je vous recommande Tayyab Chouiref. Donc sur Lumière d'Orient, c'est une bibliothèque en ligne. Vous pouvez acheter ces livres. Et il y a d'autres auteurs. Hein. Il y a des ouvrages notamment historiques ou des ouvrages sur l'alimentation, qui est intimement lié aussi l'alimentation à la spiritualité. Et voilà. Et c'est donc aux éditions Tasnim. C'est cet éditeur qui édite la plupart de ses ouvrages au professeur Tayyab Chouiref. Est-ce que Madame Anissa Regui a un coup de cœur aussi à nous proposer? Bien sûr, j'ai un beau coup de cœur à vous oui. proposer aujourd'hui, qui ne devrait pas trop tarder à arriver. Ah oui. Est-ce que je maintiens le suspense ou est-ce Non, que on a j'annonce annoncé, ça y est, on a annoncé sur les réseaux sociaux, évidemment. Annonçons. Déjà, oui. Et ben voilà, elle est grande, elle est belle, elle a la beauté des actrices d'Hitchcock, elle a la fierté des combattantes, résistantes. D'accord, Non, c'est pardon. pas elle. Ok. C'est pas elle du tout. Ouais. C'est Elsa Lefort Ouais. que nous aurons l'immense plaisir de recevoir dans quelques instants. Ah, depuis le temps que je l'ai au téléphone, hein, je vais enfin pouvoir la rencontrer. voilà. Je suis Voilà. ravie. Ouais. Alors Anissa nous amène à la radio des invités quand même de renom, enfin en tout cas des invités inspirants et des héros du quotidien. La dernière fois c'était le docteur Oberlin et là c'est Madame Elsa Lefort. Donc bien tout à content fait, d'être ouais. là encore aujourd'hui. On salue notre petite Fatima Wassak qui devait être avec nous aujourd'hui et qui est souffrante, donc on lui souhaite un prompt Bon rétablissement. rétablissement, Allez, Fatima. Voilà, rétablissement, on pense à Fatima. elle, évidemment. Voici le sommaire de l'émission. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, 2 mois après le meurtre de la retraitée juive de 85 ans, retrouvée tuée au couteau et brûlée dans son appartement du 11e arrondissement de Paris, la piste antisémite apparaît de plus en plus friable. L'affaire avait ému la classe politique qui y voyait le symptôme d'un antisémitisme qui prospère dans les quartiers multiconfessionnels. Invitée, Elsa Lefort, épouse de Salah Amouri. Elle sera notre invitée pour parler du sort de son mari incarcéré dans les geôles israéliennes. La question LGF, crèche, école,
transport. Attention, prenez vos dispositions aujourd'hui. Soutenez-vous cette nouvelle journée de grève des fonctionnaires? Vous répondez oui ou non sur Facebook ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et puis nous terminerons évidemment tout à l'heure par le fameux Libertad. Merci d'être avec nous. C'est le LGF, le grand forum avec Nadia Lazouni et avec Anissa Regui, maître Anissa Regui, alors qu'il fait un temps de chien sur Paris aujourd'hui, en ce mardi. L'orage, un mauvais ça temps. grogne. Un mauvais temps. Oui. Pourquoi on dit pas un temps de chien? Non, ça se dit pas. Ah bon? Pourquoi? Non, Vas-y, tu m'intrigues là. Pourquoi? C'est vrai? Ouais. Parce qu'on dit que le temps vient d'Allah. Ah, voilà, d'accord, c'est oui, mais ça. c'est une expression, Oui, c'est la je campagne sais. de chez nous là-bas. Laisse-moi faire mon orthodoxe, s'il te plaît. Bon, alors, la question du jour aujourd'hui, pour la 3e fois, en 8 mois, les personnels de la fonction publique sont à nouveau dans la rue, tous secteurs confondus, éducation, sociale, transport, accompagnement des chômeurs, et à l'appel de tous les syndicats, ils entendent protester une nouvelle fois contre la baisse de leur pouvoir d'achat et les nouvelles suppressions de postes en préparation. Plus de 130 défilés sont prévus dans tout le pays. La question est toute simple. Est-ce que vous soutenez cette nouvelle journée de grève des fonctionnaires? Eh bien, vous répondez. Pour l'instant, vous êtes en majorité 100%. à dire oui sur Facebook et sur Twitter. LGF officiel, Twitter, Facebook, France Maghreb 2 à 100%, Nadia? Ah ben oui, bien sûr, bien évidemment. Mais oui, les services publics profitent justement au public. Ouais. Donc on a tout intérêt à ce qu'ils soient administrés de manière, on va dire, efficace et profitable à tous et surtout de bonne qualité. Donc bon, Anissa a quand même beaucoup plus à nous dire puisqu'elle a fait partie de ces manifestants à un moment donné. Tout à fait. Alors, Anissa, est-ce qu'on soutient toujours ce mouvement de grève? Alors, des fonctionnaires. Est-ce que des les avocats d'ailleurs en fonctionnaires, font partie ou pas? Alors aujourd'hui? Non, j'ai pas. Alors j'ai pas eu de mot d'ordre. Enfin, on n'a pas reçu de mot d'ordre général de participation à cette grève. À titre, je dirais collectif, mais individuellement, je vois pas mal de confrères participer à ces manifestations, pardon, de défense de services publics, parce que la justice fait partie justement d'un service public, et je trouve totalement légitime. J'encourage complètement. Je dirais toutes ces manifestations, parce que je le vois d'ailleurs progressivement au quotidien s'installer une sorte d'éloignement justement, notamment des magistrats vis-à-vis des avocats, vis-à-vis des justiciables. Le palais de justice de Paris est par exemple un exemple parfait à mon sens de cette désertification, j'entends, du service public de la justice, puisque c'est une forteresse, c'est un bunker. Nous autres avocats de la banlieue, j'ose même pas dire la province pour Paris, mais on n'a pas encore reçu nos cartes pour accéder à ce bunker, et je crois savoir que le système à l'intérieur est quand même particulier. Donc voilà, une justice sans contradiction. Je veux pas parler d'avocats, sans justiciable bientôt, à cause de cette digitalisation, on va dire, de la justice. Je trouve ça quand même assez regrettable, et il faut défendre ce qui fait l'honneur de la France, à savoir en effet cette mentalité de service public. En tout cas, vous pouvez voter, hein. Continuez de voter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter LGF officiel, et pour l'instant vous êtes, c'était pas tout à fait étonnant, hein, d'ailleurs, en majorité à soutenir ce mouvement de grève, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Tiens, avant que j'oublie, vous connaissez Élise Lucet? Oui, bien sûr. Voilà, Lise. cache investigation ce soir, devinez sur quel sujet? Sur non, pas du tout. Non, absolument pas. Sur Sarkozy et la campagne libyenne. Oh là là, elle va alors là, terminer dans un caniveau, regardez ça ce soir, c'est sur France 2. J'allais dire en attendant le ftor, hein, pour ceux qui, voilà, ça commence en plus aux alentours de 20h50 sur France 2. Élise Lucet qui promet apparemment une véritable cache investigation. Ça promet d'être sympa, effectivement. Attention Élise. Attention Élise. Oui, on va prier pour toi. C'est chaud pour toi. Bon, allez, c'est parti pour le zapping. Si on prend 100 millions d'Africains, d'un remplacement de population. Bon, ben voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, c'est des mots. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu Angela Barr. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Alors, dans le zapping, Anissa, Nadia, aujourd'hui, pour commencer donc, la polémique Marianne Pochetou continue avec des politiques qui se dévoilent de plus en plus. Pardonnez-moi de jeu de mots, mais je pouvais pas faire autrement. Face à cette étudiante, la présidente du syndicat UNEF à la Sorbonne qui porte le hijab, les critiques se poursuivent. Nathalie Arthaud y voit un symbole regrettable. Quand on se prétend militante, eh bien il faut quand même se poser les problèmes de façon un peu globale. Il est inimaginable
d'avoir un porte-parole lutte ouvrière avec un hijab, parce que tout simplement, nous pensons que le voile est un symbole, un instrument, y compris d'oppression de la femme. Voilà. Et nous combattons, la soumission des femmes. Un malaise perceptible également au sein de la majorité. Marlène Schiappa s'est dite interpellée par le choix de l'UNEF. Ce syndicat de gauche est connu pour ses combats laïques et féministes. Y a-t-il renoncé, se demande le député Sylvain Maillard. C'est autorisé de porter le voile, mais de choisir un porte-parole qui porte le voile, ça veut envoyer aussi un message politique très clair, qui pour nous ne correspond pas à ce qu'est l'UNEF, et donc nous nous interrogeons dessus. C'est choquant. Choquant. Du prosélytisme. Gérard Collomb n'a pas mâché ses mots sur notre antenne vendredi. L'intéressée, discrète depuis le début de la polémique, lui répond. C'est assez pathétique de la part quand même d'un ministre de l'Intérieur d'avoir de tels propos aussi violents, sachant que mon voile n'a aucune fonction politique. C'est ma foi. Après oui, c'est visible, mais c'est pas pour autant du prosélytisme. À chaque fois que le débat sur le voile ressurgit, la polémique enfle. Certains députés La République En Marche défendent, eux, l'étudiante. Ils estiment que le port du hijab ne l'empêche en rien d'accomplir le mandat. Merci, messieurs les députés, hein, c'est tout à votre honneur. C'est d'une violence inouïe, en fait. Ah oui, puis en ce moment, ça y va à fond. Ouais, je sais pas s'ils mesurent à quel point ces propos, ces prises de position peuvent être reçues de manière très violente par des femmes, en premier lieu, qui portent le foulard, et même les autres, de toute façon. Quand on est soi-disant féministe, justement on soutient le choix des femmes de se vêtir comme elles l'entendent, c'est ça le féminisme, en tout cas le féminisme inclusif. Oui. Fatima Wassak, si elle avait été là, elle nous aurait dit un féminisme qui serait raciste n'est pas du féminisme, c'est du racisme. Donc la position par exemple d'Arlette, pour moi elle est très proche d'une position Nathalie, ouais, voilà, tu vois ouais. Pas très loin non plus, hein. La fille spirituelle d'Arlette. Voilà, exactement. Qui finalement. Mais en fait, ce qui gêne dans cette histoire, j'ai l'impression que c'est pas le fait qu'elle porte le voile, c'est surtout le fait qu'elle soit visible et qu'elle soit. En fait, ce qui gêne, c'est qu'elle soit plus dans son rôle de femme soumise voilà. Que l'on croit dans des quartiers et qui est opprimée par son frère. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On dit qu'elle véhicule un message politique. Voilà, c'est ça. Qu'elle véhicule, du prosélytisme, comme dit le ministre de l'Intérieur. Quand des femmes qui font de la politique, de dire ce qui est gênant, c'est qu'elle fait la promotion d'une politique. Moi, elle véhicule de fait un message politique. Elle est syndiquée, donc de fait, elle véhicule voilà. un message politique. C'est pas une honte quand on est syndiqué de dire qu'on véhicule un message politique. Maintenant, en effet, je crois on parle de l'islam politique. Je crois qu'en réalité, l'idée, c'est le prosélytisme qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en gros, on l'accuse en effet d'être prosélyte, alors que je l'ai pas entendu une seule seconde, en tout cas dans l'intervention télévisée, faire référence à l'islam dans ses propos. Non, parce qu'elle dit que c'est sa foi. Voilà, c'est pourquoi elle porte le foulard, c'est sa foi. Et ils insistent bien d'ailleurs sur hijab. Ouais. Sur le hijab. Non, mais c'est une forme. Non, mais j'ai l'impression quand même qu'on a c'est vraiment un mal propre français, cette histoire. Mais bien sûr. Ça devient de plus en plus visible, ça. Hein. Bien sûr que c'est le cas. Et puis, je veux dire, en politique, cette femme est communiste. C'est ça, elle se réclame du communisme. Ouais. C'est pas du prosélytisme, mais une idéologie quelque part religieuse. Le communisme, je sais pas ce que c'est. Moi, j'ai l'impression qu'on nous prépare une loi pour interdire le voile avant la fin 2022. C'est pas exclu. En envoyant Schiappa et alors Collomb. Schiappa, je vais pas balancer les dossiers, je laisse la personne concernée le faire. Je dirais juste qu'elle a bien retourné sa veste. Hein, tu vois, c'est pas un virage à 90, mais à 180 degrés. Ah. Donc la personne concernée, je la pousse pour nous en dire un peu plus sur les positions de Schiappa sur la question du voile. Mais franchement, qu'elle reste à sa place si elle veut pas que sa vie privée lui éclate au visage. C'est tout ce que je peux dire. Très bien. Attention Marlène. Oui, faut faire attention à ce qu'elle dit au regard justement de certains choix qu'elle a pu faire, notamment dans sa vie privée. Très bien. Bon, allez, pendant ce temps-là, sur RMC, Bourdin nous révèle qu'un conducteur de train a été obligé de s'arrêter, Nadia, pour une envie pressante. Ouais, ça peut arriver. Conducteur de TGV obligé de s'arrêter pour une envie pressante. Oui, les retards de train, ça arrive, on connaît tous, mais cette fois, le motif est un peu particulier. Nous sommes mercredi dans le TGV Avignon-Paris. Les passagers du train se retrouvent à l'arrêt en plein trajet. Message du chef de cabine. Il demande si des passagers n'ont pas quelques comprimés d'Imodium pour le conducteur du TGV. L'arrêt technique aura provoqué l'hilarité dans les wagons, vous l'imaginez. L'arrêt a duré quelques minutes et le train repart.
Excusez-moi, ça me fait rire. Voilà, le conducteur de train qui s'arrête quand il y a des problèmes et tout. Il faut on appelle au client pour savoir s'il n'y a pas le médicament en question. Ouais. Bon, c'est assez cocasse quand même. Ouais, c'est léger. Ça change un peu de l'actualité. Ça fait du bien, attendez. Entre le hijab et voilà. L'imodium, il n'y a qu'un. Il n'y a qu'un pas. Invité du grand jury ce dimanche, Jean-Luc Mélenchon interrogé sur la situation au Venezuela et sur la réélection de Maduros. Écoutez, alors Mélenchon, c'est un peu vénère. Pourquoi y a-t-il toujours que des facteurs exogènes à cette situation des Vénézuéliens? Vous lisez partout dans la presse, à moins que vous remettiez ça en question, mais des reportages sur la difficulté pour aller se soigner, des mères qui vont accoucher au Brésil. Oh est-ce que tout ça... Comme vous me faites pleurer. 1 700 000 personnes qui ont quitté le pays. Voilà. À cause de grandes pauvretés. Il y a juste 500 000 Espagnols qui ont quitté l'Espagne, ça vous tire pas une larme. En aucun cas, il n'y a de responsabilité. Attendez, Mélenchon. Voilà, Mélenchon qui s'énerve, donc c'était dans le grand jury sur nos confrères de RTL. Voilà, et puis quoi d'autre dans l'actualité? Culu-cru, mesdames, messieurs, Brigitte Bardot et Rémi Gaillard se réunissent pour faire une vidéo. Oui, pour dénoncer l'atrocité envers les animaux. Lui, c'est Rémi Gaillard. Et moi, je suis Brigitte Bardot. On a en commun une révolte terrible contre la façon dont on tue les animaux dans les abattoirs. Et ce que réclament Brigitte Bardot et Rémi Gaillard, c'est l'installation de caméras de vidéosurveillance systématiquement dans les abattoirs. Gaillard à côté de Brigitte Bardot. Est-ce que ça vous choque, ma chère Nadia Lazoni? Oui, c'est une grande déception. Enfin, Rémi Gaillard, il était bien dans son rôle de comique. Après, il est devenu un peu militant de la cause animale, mais c'est pas une raison pour s'associer à des femmes haineuses, racistes, comme Brigitte Bardot, qui vieillit très mal. Ah oui, ça c'est clair. Oui, très mal. Pour finir ce zapping, c'est un mardi, vous le savez, sur fond de front social. Donc, sur le plan banlieue aussi, il y a eu des annonces. On en parlera d'ailleurs demain avec Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on en parlera demain donc dans cette émission. Et également décisif pour Tariq Ramadan, puisque la Cour d'appel de Paris doit aujourd'hui, ce mardi, pour se prononcer sur le recours de l'islamologue suisse, un recours que le théologien a formé après le rejet de 4 mai dernier de sa première demande de remise en liberté. Tariq Ramadan, 55 ans, incarcéré depuis 3 mois dans le cadre d'une enquête pour viol, conteste le refus de sa remise en liberté, invoquant son état de santé et dénonçant les incohérences de ses accusatrices. Écoutez son avocat, Emmanuel Marcilly, qui justement parle de cette demande de remise en liberté. Il est dans un état de santé extrêmement préoccupant puisque sa sclérose en plaques ne fait que s'aggraver. Il a aujourd'hui d'énormes difficultés à marcher et le plus préoccupant, c'est que les soins qui doivent lui être prodigués ne le sont pas. C'est la raison pour laquelle je demanderai à la Cour d'appel de bien vouloir ordonner une nouvelle expertise médicale. C'est un dossier qui, dans le climat actuel, ne bénéficie pas d'un traitement judiciaire serein. Son maintien en détention n'est justifié que par un a priori, c'est-à-dire la crédibilité des accusations portées contre lui. Or, justement, tout l'objet de cette enquête est de vérifier si les accusations sont fondées. En l'état, il y a plein d'incohérences, plein d'invraisemblances qui ne justifient pas son maintien en détention. C'est ce que je vais demander à la Chambre de l'instruction demain. C'est aujourd'hui, effectivement. Donc l'avocat de Tariq Ramadan, Emmanuel Marcilly, Nadia, Anissa, c'est intéressant de voir que Tariq Ramadan apparemment n'a pas été convié à cette audience cet après-midi. Donc c'est une demande de remise en liberté de Tariq Ramadan sans Tariq Ramadan. Mais alors justement, il n'a pas été convié à quel... Enfin, c'est qui est à l'initiative de cette... C'est le juge apparemment qui refuse à ce que Tariq Ramadan soit là physiquement. D'accord. Pour ces raisons de santé? Non, on sait pas. On sait pas. Ah, on sait pas. Voilà. D'accord, ok. C'est pas contagieux. Oui. Premièrement, c'est pas contagieux. Et puis deuxièmement, je pense que c'est parce que on veut peut-être privilégier le système de visioconférence aussi, qui va devenir là encore un principe. Scandale d'État, Anissa? Scandale d'État, l'affaire Tariq Ramadan ou pas? Scandale d'État, j'en sais strictement rien. J'ai pas pour habitude. Moi, quand je suis pas au cœur d'un dossier, je peux pas dire ce qu'il en est réellement. Voilà. Maintenant, c'est vrai que
présomption d'innocence bafouée, non? Non, mais si on devait se placer sur le terrain simple des garanties de représentation, je pense que Monsieur Tariq Ramadan bénéficie de toutes les garanties de représentation qui permettraient à la justice française de s'assurer de sa représentation en justice pour son procès. Enfin, je veux dire, il a proposé un cautionnement assez élevé. Voilà, il a proposé de remettre, je crois, ses passeports. Oui. Il a proposé même un contrôle judiciaire, me semble-t-il, strict. Je pense que Tariq Ramadan pourrait satisfaire un contrôle judiciaire même strict ordonné par ou la chambre de l'instruction ou par le juge d'instruction en charge de son dossier. Ouais. Donc c'est vrai que le maintenir en détention dans ces conditions-là médicales, c'est douteux. Alors on peut le maintenir en détention légalement jusqu'à 16 mois, c'est ça? Alors 18, mais ça peut être au-delà si les investigations le nécessitent. Donc 18 mois. Oui, mais ça peut être au-delà. Généralement, si les investigations le nécessitent. On a l'impression que vu l'acharnement qu'il y a, ça peut être au-delà, donc, visiblement. Bon, ça, je sais pas trop, Christophe. Je crois qu'il faut attendre. Voilà, moi, j'appréhende souvent les choses avec précaution quand il s'agit d'affaires comme ça, parce que justement, on n'a pas les éléments du dossier. Que la justice a des éléments qu'on n'a pas et qu'on peut pas se permettre de juger. Exactement, tout à fait. Donc, mais qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent depuis le début qu'il s'agit d'un acharnement, d'un complot de Tariq Ramadan qu'on a essayé de faire taire, etc., etc. Alors moi, je dis prudence. Ouais. On n'est pas au cœur du dossier, on n'a absolument pas les éléments qui nous permettent de pencher plus d'un sens que d'un autre. Maintenant, d'un point de vue en effet extérieur, on sait que pour obtenir une libération, pour obtenir un contrôle judiciaire dans le cadre d'une demande de mise en liberté, par exemple, il faut présenter des garanties suffisantes de représentation, et c'est ce que je disais à l'instant, au vu du personnage, au vu de la qualité des professions, des propositions faites par le conseil de Monsieur Tariq Ramadan, celui-ci, à mon sens, pourrait satisfaire un contrôle judiciaire strict. Voilà. Donc moi je ne connais pas la teneur des refus de demande de mise en liberté. Je ne sais pas pourquoi les juges ont décidé d'écarter toute demande de mise en liberté jusqu'à présent. Je suis pas au cœur de ce dossier, je sais pas ce qu'il en est, mais je me dis que Monsieur Tariq Ramadan pourrait bénéficier en effet. Affaire à suivre, donc on saura si aujourd'hui sa demande de libération sera ou non d'ailleurs accordée. Petite affaire, vous vous en souvenez, ça avait fait grand bruit il y a quelques semaines maintenant, et c'est le Parisien qui a révélé l'article qu'il a pu consulter, la dernière audition d'Alexei. Là on parle de l'assassinat de Mireille Knoll, sauf que Alexei, il a complètement viré à 180 degrés concernant ses déclarations. Et donc la thèse antisémite serait quand même largement réduite pour le coup. C'est ce que nous apprend dans un article du Parisien. On s'agit donc de la femme de 85 ans qui avait été rouée de coups de couteau et brûlée dans son appartement. Et on avait dit Alexei qu'il s'agissait d'un crime antisémite commis par ce fameux Yacine M. Somme que Alex a reviré donc de situation comment dirais-je, a reviré donc de version, hein, merci beaucoup. Quand on cherche des mots, c'est emmerdant. Donc c'était le 13 avril dernier. Du coup, donc pour l'heure, la circonstance aggravante donc d'antisémitisme a été retenue sur le seul motif de la déclaration d'Alexei. Et on se rappelle évidemment que toute la classe politique avait été montée au créneau avec cette grande marche pour dénoncer l'antisémitisme, le CRIF qui était monté au créneau interdisant même à certaines personnalités de ne pas pouvoir se rendre à la manifestation. Est-ce qu'il n'y a pas simplement, Anissa, c'est la question que je te pose, toi, en tant qu'avocate, là quelque part, un emballement lorsqu'il s'agit d'antisémitisme dans ce pays? On n'attend pas, on réagit, on surréagit tout de suite. Alors, on enquête à charge. Souvenez-vous, il y a de cela quelques semaines, j'avais fait une tribune sur la question en disant qu'il était trop tôt pour conclure au caractère antisémite de ce crime, dans la mesure où l'enquête n'était pas terminée, que le jugement n'était pas, de la cour d'assises ou pas, n'était pas de la cour d'assises en l'occurrence, n'était pas intervenu, et que cet arrêt-là n'était pas devenu définitif. Il est toujours trop tôt. Et c'est ce que je craignais cette dérive d'une certaine manière, donc ça ne m'étonne que peu finalement ce que tu nous annonces là. En fait, c'est un règlement de compte entre les deux hommes. Quand on lit l'article, c'est un règlement de compte entre les deux hommes qui se connaissent visiblement, et il s'agit absolument pas d'un crime antisémite, mais plutôt d'une vengeance avec la voisine de Yacine. Enfin, tout est détaillé dans l'article du Parisien qui révèle donc cette affaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'autant on en a beaucoup parlé lorsqu'il s'agissait de dire que c'était un crime antisémite, là il y a aucun média ou si ce n'est personne
pour dire que il y a eu un changement de version de la part de Alex. C'est personne, mais absolument personne n'en parle. Même parce pas que le là, ça ne CRIF, vend plus. pas de communiqué du surtout CRIF, pas. Hein Surtout pas. Voyons. Surtout pas. C'est très étonnant de la manière dont on essaie d'allumer le feu parfois dans ce pays, et un feu qui peut devenir extrêmement dangereux. Voilà. Et puis surtout que non seulement on a retenu le caractère antisémite de ce crime, et on l'a fait porter aux musulmans. C'est ça. Voilà. À qui on a demandé de descendre dans la rue pour dénoncer. Exactement, et de dire que voilà, la manifeste des 300, c'était suite à ça, réaction aussi à Philippe Val pour se faire un peu de pub à ce crime crapuleux. Donc nous, on attend des excuses. Parce que ça n'a pas été tu peux attendre longtemps, simple. Nadia, je pense. Pardon? Tu peux attendre longtemps, je pense. Mais c'est pas grave. Au moins le mot, le message est passé. Il y a beaucoup de musulmans qui ont très mal vécu finalement ce crime-là, ils l'ont porté malgré eux. Donc ça serait pas mal de nous présenter des excuses. En tout cas, voilà, le Grand Forum avait décidé d'en parler parce qu'on avait beaucoup parlé évidemment de Mireille Knoll dans tous les médias, y compris ici d'ailleurs. Il fallait quand on a une information, on se doit de la donner, sinon ça sert à rien de faire de l'information. En plus, il y a des musulmans qui se désolidarisent. Enfin, je veux dire pareil. On prend pas de précautions aussi chez nous. On n'attend même pas l'enquête. On se désolidarise de ces terroristes. Voilà, c'est ce que tu disais là. La prudence. Sur la seule déclaration, je rappelle, d'Alexei, on a retenu le caractère antisémite. Ce fameux Alexei a reviré à 180 degrés. Ne parle comme plus du tout. d'accoutumé. Enfin, la griffe il a dit, en fait, il dit quoi? Il dit, pareil. j'ai dit ce que j'ai dit, j'étais sous le choc. Voilà, je retire ce que j'ai dit, j'étais sous le choc, a-t-il dit. Non, mais c'est vrai. Vous pouvez aller voir l'article du Parisien, c'est c'est effarant. Là aussi, c'est effarant. Elle va nous en parler. C'est un scandale d'État, pour le coup, on peut appeler ça ainsi. Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, qui est incarcérée dans les geôles israéliennes depuis le mois d'août 2017. Oui. Ça commence à faire beaucoup, hein. Elsa Lefort est avec nous. Bonsoir et bienvenue, Elsa. Bonsoir, merci. Ravi de vous accueillir. On s'était parlé à plusieurs reprises au téléphone. Là, c'est en physique que vous êtes là aujourd'hui. Alors, je vous avais demandé si vous pouviez venir avec votre époux Salah Hamouri, ce qui n'est toujours pas le cas. Malheureusement, non, c'est pas le cas. La première détention qui était d'une durée j'en perds un peu moi aussi mon latin. La première détention devait se terminer en février. Elle a été prolongée de 4 mois, donc jusqu'à fin juin. Ouais. Aujourd'hui, Salah a été présenté devant la cour à Jérusalem. Il s'agit de l'audience de mi-peine, ce qu'ils appellent de mi-peine en fait. Vous avez des nouvelles ou pas a priori, c'est pas vraiment positif. Bon, eh bien, si vous le voulez bien, on en reparle dans un instant. Elsa Lefort, notre invitée donc sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. Vous allez pouvoir lui poser évidemment vos questions. Mais juste auparavant, l'avis tranché. Ma chère Elsa, l'avis tranché de Nadia Lazouni. Je me sens un peu mal de préciser cet avis tranché maintenant. Juste une petite question technique, Christophe. Pas de question technique parce que j'ai la pub là. Qu'est-ce qu'il y a? Le micro d'Anissa est allumé. Ah, bien sûr qu'il est allumé, Anissa. Parle dedans. Dis bonjour, micro. Allô? Voilà, on t'entend. C'est formidable. Il n'y a pas le voyant rouge, on s'inquiétait. Voilà, comme quoi. À tout de suite sur France Maghreb 2, l'avis tranché. Et donc, juste après, Elsa Lefort qui sera avec nous pour parler de Salah Hamouri, incarcéré dans les geôles israéliennes donc depuis le mois d'août 2017. Dans quelques instants. Pour l'heure, l'avis tranché de notre amie Nadia Lazouni qui va nous faire saliver à quelques heures du Ftor. Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Oui, parce que tu vas nous parler de manger, c'est ça, de bouffe. Exactement. On va parler de saucissons de veau halal. Coucou les choubidous, comment allez-vous? J'espère que vous profitez pleinement de ce mois béni de Ramadan qui, attention, ne doit pas être celui de la consommation mais de la méditation. Comme la plupart d'entre vous, je fais pas ce que je dis, je vais donc partager avec vous une recette de cuisine innovante. Si, innovante, vous allez très vite comprendre où je veux en venir. Alors si vous vous demandez pourquoi je prends cette voix débile, sachez que c'est la voix de tuto que l'on attrape sur YouTube comme un vilain microbe. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble la recette du saucisson gouveau ou goubof. Ça n'a pas d'importance. La saveur n'a pas d'importance. Jingle recette Ramadan Christophe. Vous avez reconnu le chameau qui blatère, l'indispensable des grandes surfaces qui s'offre sur ce pilier de l'islam. Rangez vos ustensiles de cuisine, éteignez votre fourneau. J'ai dit cuisine innovante. Un grand chapeau noir et une baguette magique suffisent.
Bon, je n'ai pas eu le temps d'aller au magasin de farce et attrape, alors ce bonnet et ce parapluie feront l'affaire. Donc, pour la farce aux allures de guimauve, il vous faut des bouts de carcasse de poulet ou de dinde, et des chutes d'abattoir, halal bien sûr. Vous broyez le tout dans un appareil à haute pression. Toute bonne cuisinière a cette machine très sophistiquée qui traîne dans un vieux placard. Vous balancez ces viandes mécaniquement séparées, dites VSM, dans le chapeau. Vous ajoutez ensuite de la fécule de pomme de terre, des protéines de soja nappées de sirop de glucose, une dizaine d'additifs, du colorant, histoire de rendre la saucisse désirable, du glumate monosodique, qui est un exhausteur de goût, histoire de vous ouvrir l'appétit, des stabilisants phosphates pour bien gorger le produit d'eau, du nitrite de sodium. Vous tapez 2 petits coups sur le chapeau, non 3, nous on préfère l'impair, et hop, voilà du saucisson halal, Isla délice, saveur délice, goût bœuf et goût veau. Comme vous êtes des auditeurs attentifs, vous avez compris qu'il n'y a pas la moindre trace de viande bovine. Mais qu'importe, on a dit saveur, on a parlé de goût, hein. Elle était là, la subtilité, pour ne pas se faire condamner pour publicité mensongère. Et le plus important, mais c'est halal. Peu importe qu'on nous prenne pour des pigeons ou des poubelles humaines. Et attention, halal ne veut pas dire éthique. Alors votre morale, vous pouvez vous la garder. Une autre subtilité qui leur permet de conserver leur certification. Ah mon Dieu, j'en peux plus cette voix. Alors, merci au Canard enchaîné qui a révélé l'enquête de l'association de consommateurs Foodwatch, qui est allé scruter les étiquettes des produits halal en charcuterie pour y repérer les arnaques. Hélas pour lui, mais tant mieux pour nous, c'est le leader du secteur Isla Délice, qui pèse 40% du marché, qui s'est fait lamentablement épingler. Au passage, on apprend que les stabilisants phosphates sont soupçonnés de bousiller les reins et les artères, que le nitrite de sodium favoriserait selon certains les microtumeurs du côlon, et le glumate monosodique pourrait à haute dose nécroser le cortex selon des études faites sur les animaux. N'oubliez pas le vieux dicton populaire, chers auditeurs et auditrices, on est ce que l'on mange. En effet, notre personnalité est intimement liée à notre alimentation. Comment est-ce possible? En bref, on a un grand nombre de neurones dans les intestins. Oui, on ne les trouve pas uniquement dans notre cerveau, mais également dans nos intestins, et il y en a des millions. Ces neurones des intestins ont un effet direct sur le cerveau et sont activés par ce que l'on mange. Lorsque notre alimentation irrite nos intestins, ce n'est pas sans conséquence sur notre cerveau. Cette irritation va affecter les neurones des intestins qui vont mal fonctionner et déséquilibrer le fonctionnement du cerveau, donc le fonctionnement du psychisme en général, de la personnalité. Je le disais plus haut, le mois du Ramadan, c'est celui de la méditation, du recueillement, qui doit aboutir à la réforme intérieure. Et pour purifier son être, il est indispensable de bien manger. Alors à la poubelle le saucisson. Merci Nadia. Sache quand même qu'avec cette voix que tu as pris, tu peux gagner très bien ta vie. Hein. Je ne veux pas rebondir. Comme ça. Non, je dis ça, je dis rien, hein, évidemment. Anissa, ça donne, oui, à partager, voilà. Est-ce que ça donne envie de manger du saucisson, chère Anissa? Je vais devenir végane. Ce soir, je deviens végane. Ah ouais, carrément. Bon, eh ben écoutez, allez voir cette belle vidéo parce que non seulement vous avez entendu la version radio, mais il y a la version vidéo à voir sur la Facebook, donc Christophe le Grand Forum, et ça vaut quand même son petit. Voilà. On va pas dire pesant d'or. Je vais pas le dire, non, pas quand même. Pas quand même, mais presque. Mais presque, Nadia. Nous sommes avec Elsa Lefort, qui est notre invitée sur France Maghreb 2 dans cette émission de Grand Forum, comme quoi on peut sauter d'un sujet à l'autre sans aucune transition pour le coup. Il n'y en a d'ailleurs aucune entre le saucisson évidemment et Elsa Lefort. Elsa Lefort, bonsoir. Rebonsoir. Ah non, t'aurais pas dû la Christophe. Pourquoi maintenant? Non, mais il y en a aucune. Oui. On a parlé de colon quand même. C'est vrai. Pas mal. Pas mal. Bon, Elsa, bonsoir, bienvenue, rebonsoir. Donc, vous êtes ici présente par la volonté, en tout cas, d'Anissa Regui. Alors, peut-être qu'Anissa va nous expliquer ce pourquoi elle a décidé de vous faire venir ici dans nos studios. Eh bien, tout simplement parce que voilà, je connais Elsa depuis quelques temps déjà. Je la suis sur son parcours. J'ai eu l'occasion de la rencontrer là-bas, en Palestine, à Ramallah, où j'ai vu Elsa en situation. Je connais aussi Salah Mouri et je sais la situation particulière dans laquelle elle est aujourd'hui, la situation particulière dans laquelle il est aujourd'hui. J'aurais aimé que les auditeurs de France Maghreb 2 prennent conscience
aient connaissance et prennent conscience du drame, d'une certaine manière, de l'injustice qui se joue aujourd'hui, et éventuellement se mobilisent à l'occasion des journées de soutien que parfois le comité de Salah Hamouri organise. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité que Elsa vienne aujourd'hui nous rejoindre sur le plateau. Donc Elsa, on a eu à plusieurs reprises l'occasion de vous avoir au téléphone, disais-je tout à l'heure, parce qu'il y a eu des épisodes concernant donc l'incarcération de votre mari, Salah Hamouri, depuis le mois d'août 2017. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui sont peut-être pas au courant, il y en a quand même pas mal, et pour le coup ils ne font pas exprès, parce que c'est vrai qu'on n'en parle quasiment pas, de Salah Hamouri, ce pourquoi il a été arrêté et comment ça s'est fait? C'était le 20 août 2017, c'est ça? Le 23 août 2017, donc Salah a été arrêté à notre domicile à Jérusalem Est. Pendant la nuit, plusieurs blindés de l'armée israélienne ont fait éruption dans notre quartier et ont embarqué Salah, donc bien sûr sans lui signifier pourquoi il l'arrêtait. Et en fait, après plusieurs semaines de rebondissements judiciaires, même si je mets beaucoup de guillemets à judiciaire quand on parle de la justice, elle aussi entre guillemets israélienne, il a été mis en détention administrative. Donc la détention administrative, c'est un principe qui permet à Israël d'incarcérer les Palestiniens et les Palestiniennes sans avoir besoin de fournir de charges et sans leur permettre de se défendre. Voilà, donc ça fait maintenant 9 mois qu'il est en détention administrative, donc sans savoir pourquoi. Et sans non plus connaître sa date de sortie, puisque cette détention peut être indéfiniment renouvelée, comme elle a déjà été une fois étendue pour Salah. Donc c'est. Et c'est le cas donc depuis effectivement qu'il est incarcéré, c'est renouvelé à chaque fois. Alors pour le moment, ça a été renouvelé de 4 mois fin février. D'accord. A priori, ce qui a été dit ce matin lors de l'audience de mi-peine laisse à présager qu'il risque fortement d'être renouvelé une nouvelle fois fin juin. Alors on ne sait pas pour quelle durée. Ça peut durer combien de temps? C'est indéterminé finalement. Il y a des gens qui passent 8-10 ans comme ça en détention administrative et en fait tous les 6 mois ils pensent qu'ils vont sortir, tous les 6 mois ils se préparent à retrouver la liberté, leur famille pareil, et tous les 6 mois le jour même on vous dit que non, finalement vous restez en détention. Donc c'est un véritable moyen de pression, parce qu'en fait ça permet d'incarcérer tout le monde, et c'est aussi un véritable moyen de torture psychologique pour aussi bien les prisonniers que leurs familles, qui sont dans cette attente de on ne sait pas quand est-ce qu'on sera enfin réunis. Alors justement, vous parlez de torture psychologique, et c'est bien le coup pour l'instant, parce que de ça dont il s'agit, parce que pour avoir accordé une interview dans un journal français par le biais de son avocat, on l'a changé de prison pour le mettre dans une prison encore plus dure. Oui, il avait donné... Ça c'était en fin d'année 2017, début d'année 2018. Exactement. Le 31 décembre, il a été transféré dans une prison de haute sécurité en mesure punitive suite à une interview qu'il a donnée via ses avocats au journal L'Humanité. Alors il faut savoir que dans toutes les démocraties, un détenu a le droit de s'exprimer. Oui. Il peut donner une interview dans les médias. En France, ça peut arriver, même si c'est très rare, mais c'est pas du tout illégal. Mais par contre, il y a eu, suite à ça, une mesure punitive. Comment vous faites pour tenir aujourd'hui avec votre enfant? Parce que vous avez un enfant. Oui, on a un enfant de 2 ans. Alors c'est vrai que c'est difficile, surtout que ces interrogations, commencent à être pesantes, et c'est difficile d'expliquer à un enfant de 2 ans ce que c'est que l'injustice, quand lui doit se construire, il doit construire son rapport au monde avec la confiance, et donc c'est vrai que c'est très difficile à expliquer. Je pense que c'est la chose la plus difficile, et je pense que c'est aussi ce qui est le plus difficile pour Salah, parce que le quotidien dans les prisons, comme ils sont que entre prisonniers politiques, ils se connaissent, il y a une véritable solidarité. Ils font en sorte de tourner ce moment pénible en moment d'apprentissage et de partage. Mais je pense que pour lui, ça doit être ça aussi le plus difficile. Ça fait maintenant quasiment 1 an qu'il n'a pas vu son fils. Oui, et sa femme aussi.
Et sa femme, bien sûr. Forcément. C'est pas sa première incarcération, hein, Salah Hamouri. Il avait été déjà en prison. Oui, il a pendant été, quelques années. Il a été, à vrai dire, c'est sa 4e incarcération. La plus grosse d'entre elles a duré 7 ans. Donc il a été en prison pendant 7 ans. Voilà, il avait été accusé d'avoir eu l'intention d'assassiner un chef spirituel et politique d'extrême droite israélien. Faut savoir que dans le dossier, il y a d'ailleurs Alain Juppé l'avait reconnu, il n'y a rien dans le dossier qui prouve que... Et Meyer Habib qui parle de Salah Hamouri comme étant un terroriste, hein, s'il vous plaît, à l'Assemblée nationale française. Hein. Ouais, mais bon, Meyer Habib parle souvent de terroristes quand il s'agit d'un arabe, donc voilà, c'est pas de, il n'y a pas trop de surprises et je vais limiter mes propos concernant ce monsieur, mais voilà, c'est en même temps, voilà, la justice israélienne incarcère des gens donc sans jugement, en l'occurrence en détention administrative, mais aussi sur de simples supputations, comme il a été le cas pendant 7 ans. Voilà. Et il venait d'avoir son diplôme d'avocat ? Quand il a été arrêté là en août, oui, il venait de passer l'équivalent du barreau palestinien. Ouais. Jérusalem, vous connaissez, Elsa, mais vous en avez été expulsée, vous ? Oui, j'ai été expulsée en 2016. Ouais. J'habitais là-bas donc avec Salah depuis 2 ans et j'étais en règle, en situation régulière. J'avais un visa, je travaillais pour un centre de recherche qui dépend du consulat de France à Jérusalem, donc voilà, j'avais un visa de service et suite à un voyage d'1 semaine en France, quand je suis retournée là-bas, arrivée à l'aéroport à Tel Aviv, j'ai été arrêtée et mise en détention 3 jours alors que j'étais enceinte de 6 mois et expulsée ensuite vers la France, et depuis je ne peux plus retourner en Palestine. Est-ce que vous avez justement pas le sentiment, Elsa, que c'était une façon aussi de signifier à Salah que il avait plus rien à faire, l'obliger à rester en France plutôt que de venir en... Très bonne question. Oui. Bah ça, c'est clair que c'est le but. C'est ça. C'est par la le famille. but. Il y a un véritable enjeu à Jérusalem. On en entend souvent parler, mais pas forcément dans tous les détails. Et c'est vrai que tout est fait pour que la population arabe de Jérusalem quitte Jérusalem. C'est vraiment, c'est de plus en plus difficile de rester. Surtout avec la dernière décision en date. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et du coup, c'est sûr que c'est un chantage qui est fait à Salah. Tu dois choisir entre ta femme et ton fils qui va naître et ta patrie. Donc c'est un chantage insupportable parce que voilà, il est hors de question qu'ils choisissent entre l'un et l'autre. Et même si c'est difficile, pour le moment, on tient bon. Et voilà, maintenant c'est vrai que c'est des méthodes qui sont utilisées pour. Il y avait un véritable enjeu que notre fils naisse à Jérusalem, puisque actuellement notre fils n'est que français. Ouais, c'est ça. Il peut pas bénéficier de la citoyenneté jérusalémite parce que c'est une citoyenneté qui s'acquiert quand on est sur le sol de Jérusalem. D'accord. Donc il y avait aussi cette volonté aussi, certainement, oui. De le priver. De priver, de cette nationalité, puisque votre fils donc n'est que français. Donc aujourd'hui, est-ce que vous avez des nouvelles récentes, des nouvelles fréquentes de Salah Hamouri? Il peut vous écrire ou pas? Il est censé pouvoir nous écrire et on est censé pouvoir lui écrire, mais ni ces lettres n'ont jamais été reçues et il n'a reçu aucune de nos lettres. Donc les échanges s'effectuent par les avocats et par ses parents peuvent le visiter 1 fois par mois. C'est-à-dire que vous, concrètement aujourd'hui, Elsa, si vous souhaitez aller voir votre mari, ce qui est tout à fait votre droit, vous ne pouvez pas parce que vous êtes interdit sur le sol israélien et de toute façon on ne vous laissera pas aller le voir. Tout à fait, j'ai pas le droit de... C'est un droit élémentaire de et après on nous parle de démocratie. Hein. Je vous laisse vraiment apprécier ce mot qui est utilisé quand on parle d'Israël, la plus grande démocratie du Moyen-Orient. Oui, pour les Israéliens. Oui, oui, bien sûr. Et pas mal d'Occidentaux. Et pas mal d'Occidentaux. Oui, voilà, les soutiens et leur soutien. Alors, en tant qu'avocate, chère Anissa, le sort de Salah Hamouri, ça pose quand même des questions, quand même. Oui, ça pose des questions, notamment au regard de la Convention de Genève, je crois, qui dit qui pose pour principe que la détention administrative doit être exceptionnelle et limitée dans le temps. Elle doit répondre à des mesures de sécurité, vraiment impérieuses. Et là, visiblement, on est en totale violation, je dirais, de cette Convention de Genève, dans la mesure où on ne sait pas pourquoi
il est interpellé, pourquoi il est incarcéré, on ne sait pas combien de temps ça va durer, a priori, ouais. Et on a le sentiment qu'il y a une forme de détournement de procédure, puisque c'est pas tant, enfin je sais pas, je suis pas, là encore, j'apprends les choses avec prudence, mais dans la mesure où on n'a pas le motif d'incarcération, c'est compliqué de savoir si celui-ci répond en effet à un besoin impérieux de préserver la sécurité d'Israël. Voilà. Donc, au-delà de ça, il y a aussi le régime dans lequel il est. Vous dites que vous n'avez pas d'accès à votre mari, au père de votre enfant, que lui n'a pas non plus accès à vous. Et en effet, ça pose sérieusement question au regard du droit international. C'est quoi le but? C'est de le faire craquer? Oui, c'est sûr. Ça lui a déjà été exprimé plus d'une fois. Hein. À chaque fois qu'il venait en France pour nous voir, quand il retournait en Palestine, à l'aéroport de Tel Aviv, on lui disait mais pourquoi tu restes pas en France? C'est beau la France, c'est un beau pays. Et ça lui a été, voilà, c'est vraiment, c'est sûr que c'est le but, c'est de le faire craquer et tous les moyens sont bons pour que les Palestiniens quittent la Palestine. Ouais, peut le couper l'envie de revenir à chaque fois en prison. L'avenir de votre famille est entre les mains de cette pseudo-démocratie. Non, parce que l'amour est plus fort que leur haine, mais c'est vrai que... Mais comment il y a amour lorsqu'il y a rien, enfin, aucune nouvelle, pas de lettres, pas de contact, rien? C'est possible, hein. Non, mais je pose une question, moi je dis pas que c'est pas possible. Vous avez des cours, Christophe. Je pose une question, non mais sérieusement, comprenez quand même que ça doit être extrêmement compliqué, aussi bien, peut-être encore plus pour Salah, mais Elsa aussi, son enfant. Imaginez-vous, l'enfant, qu'est-ce qu'il doit poser comme question? Il est où, papa? Pourquoi il n'est pas là? On le fait vivre malgré l'absence. On fait en sorte que mon fils, il sait très bien qui est son père. Il sait pas exactement où il est, mais je vais faire en sorte chaque jour que mon fils ait une bonne image de son père, qu'il en soit toujours fier et qu'à aucun moment il ne lui en veuille, surtout parce que c'est sûr que c'est difficile en tant qu'enfant d'être privé de son père, mais à partir du moment où son père il a toujours été droit et que ça a toujours été un homme qui défend des valeurs que je trouve justes, moi je veux que notre fils ce sera les valeurs qu'on va lui transmettre, et pour le moment je lui transmets toute seule, mais voilà, je veux qu'il... Vous êtes soutenue, Elsa, par la famille, par la belle famille aussi? Oui, bien sûr. Ouais. Il parlait par Facebook, par les internautes, et par nous tous. Il y a un comité de soutien qui s'est créé d'ailleurs. Il y a un comité de soutien, il y a beaucoup de citoyens, de citoyennes, d'associations, il y a des élus qui, il y a une mobilisation assez grande et large, même politiquement parlant. Il n'y a pas que. Ça dépasse la France ou non? Enfin, vous avez. Il y a aussi en Belgique un petit peu. Moi, je suis beaucoup en contact aussi avec les amis en Palestine. Ça fait du bien parce que c'est sûr que comme vous dites d'avoir une relation sans contact, c'est compliqué quand même. C'est très difficile, mais quand on est sûr de la personne, on sait que lui il est fort, ça j'ai pas de doute, et je me dois moi d'être aussi forte que lui à l'extérieur, parce que moi je suis libre, et moi j'ai le bonheur d'être avec notre fils, et donc je dois être forte pour lui qui n'a pas tout ça. Quand il a été incarcéré le 23 août 2017, Elsa, est-ce que vous redoutiez que ça dure aussi longtemps? Il y a toujours une partie de vous qui a envie d'aller vers l'espoir, et puis il y a toujours une partie de vous qui a les pieds sur terre, surtout quand il s'agit d'Israël et de ses méthodes. Donc on s'attend toujours à tout, on essaye d'avoir une balance au niveau de ses sentiments, de pas se dire c'est bon, ce sera terminé à telle date, parce que on n'a pas envie de tomber de haut. En même temps, on peut pas s'empêcher d'espérer que la liberté arrive, voilà. Mais là, franchement, vous y croyez? Là, demain, rapidement, cette libération, vous la pensez possible? Qu'est-ce qui serait déclencheur pour qu'elle intervienne? Je la pense possible si les autorités françaises y mettaient réellement les moyens. Justement, la transition est toute trouvée, parce que demain, dans un instant, on va en parler juste après la pause. Et les auditeurs et auditrices qui découvrent peut-être cette affaire, mais beaucoup sont au courant, en tout cas c'est les fidèles du Grand Forum, puisque Elsa est intervenue à plusieurs reprises dans cette émission. Vous pourrez évidemment l'appeler au 01 40 33 9000. Elle répondra évidemment à vos questions. On va parler de la France, parce que la France a un rôle déterminant dans cette affaire. On sait qu'il y a eu un entretien avec
Macron et Netanyahou, au mois de décembre, Macron avait demandé, il a bel et bien demandé la libération de Salah Hamouri. Oui, tout à fait. Il a demandé, ça on est presque sûr. Oui, on en est sûr. On en est sûr, très bien. Depuis, rien. Ils attendent, effectivement. Alors qu'est-ce qui va se passer? On sait qu'il y a le Premier ministre qui doit se rendre en Israël la semaine prochaine. Ou pas d'ailleurs, parce que c'est embarrassant de cette visite quelques jours après ce massacre de l'armée israélienne à Gaza. Ils doivent suivre ça de très près, évidemment, cette situation, Salah Hamouri. Ce qui se passe à Gaza, ça doit le meurtrir. Il doit être meurtri par ce qui se passe. J'imagine, ouais. D'ailleurs, à saluer l'intervention de Villepin. Hein. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu là, au micro de Bourdin, qui a effectivement parlé aussi de massacre. Ouais. Fidèle à lui-même. Ouais, exactement. Fidèle à lui-même, exactement. Ouais. À tout de suite sur France Maghreb 2, le LGF avec Elsa Lefort qui est notre invitée, Anissa Regui, Nadia Lazouni sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour amis auditeurs. Comment prévenir des risques d'obésité grâce aux jeunes? Avant tout, qu'est-ce que l'obésité? L'obésité, c'est la résultante d'un apport trop important de calories dont le corps ne peut pas se débarrasser. Il s'agit d'un problème de plus en plus fréquent dans le monde entier, dû à une sédentarisation excessive avec diminution de la pratique sportive, des habitudes alimentaires largement désorganisées, le grignotage devant la télévision, des repas à heures variées et trop souvent pris rapidement, la multiplication des alimentations riches en calories, pizza, kebab, hamburger et des plats déjà préparés. Tout cela a renforcé la prise de poids au quotidien. N'oublions pas qu'il existe d'autres causes à l'obésité. Mais ici, on va surtout s'intéresser au désordre alimentaire et à l'hygiène de vie. Selon de nombreux médecins, dont le docteur Ebri Boussorwell, un musulman sain et sincère qui jeûne correctement le mois de Ramadan et jeûne tous les jeudis et tous les lundis, ajoute à cela du sport, ne prendra pas 1 gramme de graisse et sans suivre de régime. Le messager d'Allah a dit: le meilleur de toutes choses est son juste milieu, l'excès en tout est un défaut. Au cours du jeûne, il y a une perte de poids bénéfique pour la santé. Les limites biologiques sont respectées et il n'occasionne pas de restrictions caloriques comme le font certains régimes diététiques. Le jeûne favorise donc la perte de poids en préservant la masse maigre de l'organisme qui n'est autre que la masse musculaire. Il permet aussi d'éduquer le jeûneur à respecter des horaires de repas, d'éviter le grignotage, de manger lentement et calmement et surtout d'éviter toutes sortes de maladies. Sahaf Tourcom et rendez-vous demain à la même heure. Nous parlerons des bienfaits du jeûne sur l'hypertension. France Maghreb 2 vous souhaite un bon Ramadan. LGF, le grand forum avec Nadia Lazouni, avec Anissa Regui et notre invitée Elsa Lefort, épouse de Salah Hamouri, incarcérée dans les geôles israéliennes depuis le 23 août 2017. Alors Salah Hamouri, on en parlait juste avant, Elsa est franco-palestinien. Et je te posais la question volontairement, qu'est-ce qui pourrait peut-être anticiper ou j'allais dire précipiter cette libération? Tu nous disais tout à l'heure l'intervention de la France. Oui, je disais surtout que la France mette les véritables moyens, enfin des moyens à la hauteur de l'enjeu en fait, et à la hauteur aussi de l'interlocuteur qu'ils ont en face, parce que la France a su mettre par exemple des moyens quand il a fallu libérer un Français qui était incarcéré en Turquie. Lou Bureau. Donc la France a su le faire. Elle a médiatisé ses efforts diplomatiques. Jean-Yves Le Drian est allé lui-même chercher Lou Bureau à Ankara. Donc voilà, on voit que c'est possible. Maintenant, depuis que Salah est incarcéré, le discours diplomatique évolue un petit peu. Mais ça reste timide. Et alors, ça a atteint quand même le plus haut sommet de l'État, c'est-à-dire que le 10 décembre, Emmanuel Macron a demandé lui-même à Netanyahou de faire libérer Salah, et apparemment il lui a même donné la position de la France sur la détention administrative et son usage extensif. Donc voilà. Ceci dit, le 10 décembre, ça fait quelques mois. Depuis quoi? On vous tient au courant, Elsa?
Depuis, nous, on est en contact régulier avec la cellule diplomatique de l'Élysée, qui nous dit qu'ils attendent et qu'à chaque entrevue avec les autorités israéliennes, ils en parlent. Donc, certes, ils attendent, mais nous, on attend d'autant plus. Et on se demande un peu comment la France, qui se veut être une grande puissance sur la scène internationale, attend depuis le 10 décembre gentiment que un pays libère un de nos concitoyens qui est incarcéré sans charge. Excuse-moi la question, mais est-ce que finalement Salah est incarcéré dans le mauvais pays ? C'est certain, et il est aussi peut-être pays occupé, coupable d'être palestinien, peut-être. Oui. Du coup, pour moi, il n'est pas considéré comme un Français à part entière. À mon avis, s'il s'appelait Pierre Dupont, il aurait peut-être même jamais mis les pieds en prison, mais en tout cas. Tu parles de racisme institutionnel ? Oui, je pense que c'est du racisme institutionnel, que y a un véritable deux poids deux mesures dans la façon dont les citoyens français sont traités déjà en France, mais aussi quand ils sont incarcérés à l'étranger. Par exemple, on se souvient que la mairie de Paris avait mis Gilad Shalit, vous vous en souvenez, Salah Hamouri, ça a été refusé par le Conseil de Paris quand même, faut le savoir. Ça a été refusé par le Conseil de Paris. Le soutien à Salah Hamouri a été refusé par le Conseil de Paris. Et par exemple, la mairie de Stein. La mairie de Stein, de notre Azim Taibi, maire de Stein. Donc, qui a mis une banderole de soutien à Salah sur le fronton de sa mairie, a été convoqué une première fois au tribunal administratif de Montreuil. Là, ils sont convoqués demain. Non, pardon, c'était ce matin, excusez-moi, parce que le préfet, sous l'action d'associations locales, demande à ce que, pour un principe de neutralité des collectivités territoriales, cette banderole soit enlevée. On a vu aussi à Ivry, sur Seine, pareil, la préfecture du Val-de-Marne a demandé à ce que le portrait de Salah soit retiré du fronton de l'hôtel de ville, prétextant toujours cette neutralité, ce devoir de neutralité des collectivités territoriales, sauf que sur ce fronton, il y a 3 banderoles pour 3 causes différentes, et la préfecture n'a demandé que le retrait du portrait. Même pas, en fait. Voilà, c'est quoi les 3 autres banderoles? Tu sais ça? Il y avait un sur la défense des services publics, et un autre c'est par rapport à la grève de la faim qui était menée par Claude Mangin, dont le mari est incarcéré, un Sahraoui. Voilà. Ouais, et donc la seule banderole qui a priori posé problème pour la préfecture du Val-de-Marne, c'est celle sur Salah Hamouri. Donc maintenant on s'en cache même plus, quoi. On veut simplement on veut invisibiliser la lutte. La lutte des droits des Palestiniens. Parce qu'il s'agit d'Israël. Parce qu'il s'agit d'Israël. Parce qu'il est palestinien. Parce que aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs un député belge qu'on écoutait hier dans le zapping, tout ce que l'on tolère, on tolérerait même pas un quart de ce que l'on tolère à Israël. Si c'était un autre pays. Bien sûr. Elsa, comment l'expliquer ça? Qu'est-ce qui va faire que demain, peut-être que les sanctions vont peut-être commencer à tomber, qu'ils vont être respectés, que les... Une question difficile. Moi, je regarde Elsa, là, j'attends sa réponse. Aïe, aïe, aïe. Que la France se fasse respecter, quoi, un petit peu. Enfin, j'allais dire un petit peu. Que la France, que la communauté internationale, l'ONU, enfin tout le monde, quoi, puisque tous les jours Israël bafoue quand même de nombreuses résolutions, conventions, etc., sans qu'il y ait ni réaction ni sanction. Donc, quand il n'y a pas de réaction et pas de sanction de la communauté internationale, il n'y a pas de raison que vous arrêtiez. Quand votre politique elle est profondément raciste, et que le but c'est de coloniser même, le but de Netanyahou aujourd'hui c'est quand même d'arriver au grand Israël, donc il s'en cache plus, donc tous les moyens sont bons, et tant qu'en face il y aura jamais personne pour dire, à part bien sûr les peuples et les militants anticolonialistes, il n'y a pas de raison que ça s'arrête, mais en même temps c'est aussi à nous les peuples et les citoyens qui sont persuadés que la justice doit prévaloir aussi bien à côté de chez nous qu'au bout du monde. C'est à nous de faire bouger aussi nos dirigeants, parce que ils nous doivent aussi des comptes, aussi bien en ce qui concerne la politique intérieure, mais également en ce qu'ils font au bout du monde.
Alors, si les auditrices auditeurs ont des questions à poser, ils nous appellent au 01 40 33 9000, évidemment, ils peuvent le faire. Elsa Lefort est avec nous, épouse de Salah Moury sur France Maghreb 2. C'est Elsa, demain, j'ai envie de dire demain, ça peut être très proche comme ça peut être très loin. Mais les auditeurs qui nous écoutent cet après-midi, qui se disent mais qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour peut-être aider Elsa, aider la détresse de toute une famille, de Salah en premier d'ailleurs, qui est incarcéré dans une prison extrêmement dure. À l'isolement en Israël, hein, c'est ça? Non, il n'est pas à l'isolement. Il n'est pas à l'isolement. Mais dans un quartier ultra sécuritaire, quoi. Non, il est retourné maintenant dans la prison qui est dans le désert du Negev. Donc là, ça commence à être difficile parce que il fait excessivement chaud. Est-ce que vous pouvez d'ailleurs nous expliquer quelles sont ces conditions d'incarcération? Vous les connaissez? Oui, alors dans cette prison, il n'y a que des prisonniers politiques palestiniens. Donc ils sont nombreux ou pas? Je pense qu'ils sont plus d'1 millier dans celle-là. Voilà. D'accord. Et de manière globale, tu connais le nombre des prisonniers politiques? Ils sont plus de 6000, dont 450 qui sont sous le régime de la détention administrative. D'accord. Il y a aussi des mineurs qui sont incarcérés, des femmes, des députés, voilà. Et donc les conditions de détention, ils essayent de faire en sorte que cette période qui est faite pour les casser, en fait, en fait, ils essayent de faire en sorte que ce soit pas ça. Et ils organisent eux-mêmes des formations, ils lisent des livres. Salah donne des cours de français à ses co-détenus. Donc voilà, ils essayent d'en faire quelque chose de positif et surtout de pas se démoraliser, voilà, de pas être cassé puisque c'est véritablement le but. Voilà. Il y a une action je crois, de grève de la faim il y a quelques années qui avait permis peut-être. Il y a régulièrement des actions de grève de la faim puisque il y a souvent des sanctions en fait contre des punitions collectives, c'est-à-dire que il y a eu des moments où les prisonniers de Gaza ne recevaient pas du tout leur famille. Il y a eu toute une période, notamment quand Salah était incarcéré et que du coup le franco-israélien Gilad Shalit était lui captif à Gaza. Du coup, il y a eu là des sanctions collectives contre les détenus, notamment ils pouvaient plus ni étudier ni faire rentrer des livres. Voilà, mais ça continue parce que là tous les livres que Salah a demandé en français ne peuvent pas rentrer. Il y a des fois des censures. Il a le droit à 5 photos de sa famille par mois. Il y a des fois des censures sur les photos pour des prétextes ridicules. Voilà, mais en fait ils s'organisent pour que ils sont assez soudés et ils font en sorte que personne ne craque et que voilà ils savent pourquoi ils sont là, ils savent que avancer, tous les peuples colonisés ont dû payer un lourd prix. C'est difficile d'un point de vue personnel, mais en fait quand vous avancez collectivement vers la liberté, il y a des moments où votre liberté à vous, elle doit être mise entre parenthèses et quand vous êtes persuadé que le but il est juste, et vous êtes prêt à faire ces sacrifices, quoi. Question de Mehdi qui nous appelle au 01 40 33 9000 et qui nous appelle de Paris. Bonjour Mehdi. Bonjour. On vous écoute. Je connais un peu le Salah Moury, enfin de par les médias, puisque j'avais suivi sa première incarcération, enfin à l'époque de Sarkozy, où évidemment ni le gouvernement ni personne n'a bougé pour lui, enfin très peu de monde. Et là, moi, mon ressenti, honnêtement, c'est qu'il y a rien qui changera, parce que de toute manière, Netanyahou ne changera rien et on peut lui dire ce qu'il veut. Voilà, ça changera rien. Alors moi, je pose une question toute simple. Est-ce que l'Arabie Saoudite fait du business avec Israël? De plus en plus de business, voilà, ça les dérange pas. Est-ce qu'il serait pas temps de se poser la question de boycotter l'Arabie Saoudite et son pèlerinage, quoi? C'est un autre débat, si je puis dire, Mehdi, mais c'est une réflexion. Pour aider les prisonniers politiques palestiniens, c'est ça? J'ai pas compris. Oui, non, pour dénoncer le fait que l'Arabie Saoudite fasse du business avec Israël et que ça devient de plus en plus officiel. Voilà. Mais de dire comme Mehdi, c'est un peu dur ce que tu fais parce que tu es en train de dire à Elsa aujourd'hui, de toute façon ça changera rien, il va rien se passer. Et Elsa, elle a besoin de cet espoir aussi. Elle a besoin de cette solidarité de nous tous pour que l'on puisse l'aider à retrouver son mari, que son mari puisse retrouver son fils, ses parents, sa famille. Vous avez la chance de l'avoir autour de vous.
Elsa, aujourd'hui, son fils, c'est tous les jours dans l'attente, en train de se demander ce qu'il fait, ce qu'il pourrait peut-être, comment il réagirait, s'il voyait telle ou telle situation. Enfin, vous voyez, il y a tout ça aujourd'hui qui est dur à vivre. Elsa, c'est depuis le 23 août 2017, c'est une vie entre parenthèses. Je sais pas si j'ai résumé ainsi votre vie, Elsa, depuis le 23 août, mais c'est un peu ça, non? Mais après, c'est, je peux un peu comprendre que certaines personnes se disent que rien ne changera, etc. Moi, je peux pas me résigner à baisser les bras et à me morfondre, mais et je pense que chacun on peut faire un peu bouger les choses à notre niveau. Tout à l'heure, vous me demandiez qu'est-ce que chacun d'entre nous pouvait faire. Oui, voilà, la question je vous la pose d'ailleurs. Eh bien, il y a des gens qui ont pris des initiatives de contacter aussi bien leur maire, leurs députés, les conseils départementaux, régionaux, etc. Pour par exemple faire ça là, citoyen d'honneur d'une ville, d'une région, etc. Il y a des gens il y a des élus qui posent des questions au gouvernement. Tout ça, ça permet de mettre une pression. En fait, le véritable problème, c'est que ça commence à durer, même si j'imagine que pour les diplomates, 9 mois, c'est rien. J'en suis même persuadée, mais quand on est un être humain aussi bien vivant loin de son conjoint que la personne incarcérée, 9 mois c'est énorme, et du coup l'important c'est qu'ils sont pas dans l'oubli, et surtout que la pression ne relâche pas, quoi, et que les autorités françaises sentent que on sait ce qui se passe pour ça là, mais comme pour tous ces co-détenus, en l'occurrence la France a d'autant plus de responsabilités envers Salah parce qu'il est français, mais la France a aussi une responsabilité envers tous les prisonniers politiques palestiniens, parce que ce qui se passe est contraire à toutes les conventions internationales, et même si la France est amie d'Israël, normalement un ami on doit pouvoir se permettre de lui dire là t'abuses, et pas juste lui demander un peu de retenue quand il massacre des manifestants à Gaza. Donc voilà, donc je pense qu'on peut tous faire en sorte que les autorités françaises soient saisies, et il y a aussi un véritable problème avec les médias, parce que tous les médias ne sont pas comme le vôtre. Clairement, aujourd'hui vous êtes invité par qui en matière de grandes chaînes de télé, d'infos, de radio, etc. Grande chaîne de télé. Au début de l'incarcération de Salah, j'ai été interviewée par France 3 Île-de-France, mais c'est tout. Voilà, c'est pas... Non mais voilà, ça prouve ainsi effectivement à quel rang on traite cette affaire. Il en va de la crédibilité même politique de la France sur la scène internationale, si elle n'est pas capable même de défendre ses ressortissants. Enfin. Oui, il a plus l'éclat d'un c'est la chôma, quoi. Bah oui. Bah oui, c'est clair. Samira est avec nous pour une question. Bonsoir Samira. Oui, bonjour Christophe, bonjour à Elsa et à vos invités. Donc moi j'écoute beaucoup votre radio, Christophe, et puis j'ai eu l'occasion de lire la lettre de Salah Hamouri qu'il avait écrit pour expliquer un peu de quelle façon il avait été réveillé dans la nuit, qui m'a beaucoup touchée. Vous l'avez lu il y a quelques mois à la radio, Christophe. Oui, c'était. En fait, moi j'appelais juste. J'avais pas de questions particulières. Je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, et j'ai la chance d'être réunie avec mon mari et de me dire ce qu'elle vit, Elsa, c'est choquant, et de lui souhaiter un grand courage. Je pense qu'elle est dans la bonne voie. Il faut continuer à faire pression sur le président et sur les députés. Et je pense que en faisant pression par des lettres, des manifestations, etc., je pense qu'il y a lieu d'aboutir. Maintenant, moi, ce que j'avais pas bien compris, c'est que c'est pas sa première incarcération, c'est la 3e, je crois, c'est ce que disait Elsa. Et maintenant, c'est de se dire que s'il sortait de prison, de revivre à Jérusalem, ou peut-être revenir en France et de rester définitivement, et du coup de se battre, mais à distance. Parce que finalement, à chaque fois il y a des rechutes, se dire que stratégiquement, il faudrait avoir une posture familiale et de se dire, finalement, s'il est libéré, en tout cas ce que je souhaite de tout cœur, et d'avoir une stratégie familiale, de se dire, de rester en France, lui en tant que journaliste, et de travailler en amont
pour sa patrie, Oui. pour la Palestine, mais en étant ici. Merci Samira. Elsa, sur cette... Merci beaucoup pour votre soutien. Maintenant, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent concernant le fait que c'est sûr que Salah pourrait venir vivre en France et on aurait une vie de famille normale. Mais en fait, si tous les Palestiniens quittent la Palestine, eh bien Israël a gagné. Donc voilà. Souvent les Palestiniens disent exister, c'est résister. Et c'est vrai que le fait de rester sur la terre de Palestine, c'est un acte de résistance en soi. Donc voilà. Donc Oui, mais en tant qu'épouse, vous n'avez pas envie de lui dire bon, maintenant, au bout d'un moment, ça va, la Palestine. Maintenant, tu viens auprès des tiens, quoi. On a besoin de toi là. Non, bah je sais pourquoi j'ai signé, donc voilà. Il m'a pas menti. Ouais. Et non, par contre, j'espère moi pouvoir retourner vivre en Palestine, mais Ah non, oui. non. Oui, mais non, je lui demanderai jamais de quitter son pays. Alors vous parliez d'un soutien politique quand même important. Il se situe où à gauche, ce soutien politique? Bah, il est plutôt à gauche de la gauche. Bah, il est plutôt à gauche, c'est sûr. Maintenant, il est pas uniquement à gauche. Il y a aussi des soutiens à l'UDI, n'en déplaise à un autre député UDI qui traite de terroristes tous les Arabes, mais Oui. à l'UDI, chez les Républicains. Ça doit bien l'emmerder quand même cette histoire. Hein. Au sein même de son parti, des gens qui le contredisent, quoi. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui soit d'accord avec lui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand on le voit parler sur les bancs de l'Assemblée, les gens autour de lui ont pas l'air de tous. Oui, ils sont pas très enthousiastes, c'est voilà. vrai. Ouais. Donc, mais oui. Après, c'est vrai que c'est plutôt les élus PCF, France Insoumise, qui sont mobilisés. Mais les députés de la majorité, il y en a qui vous soutiennent, qui s'intéressent à votre cas? Il y en a qui nous soutiennent. Alors d'ailleurs, il y en a un qui a été un peu épinglé par des sites pro-israéliens francophones dénonçant ce soutien, alors que le président lui-même a demandé la libération de Salah. Donc a priori, tous les députés de la majorité devraient ils ont l'habitude de faire, être derrière le président. Donc non, je pense que c'est pas une question de combat pro-palestinien, c'est juste un combat pour la justice. Et il y a même, je pense, des gens qui seraient peut-être plutôt pro-israéliens qui trouveraient que la détention administrative, ce système carcéral est antidémocratique, injuste, et du coup il fait du tort à Israël. Donc il y a peut-être même des pro-israéliens qui pourraient, d'ailleurs qui le font, qui dénoncent. Ils sont rares, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un système qui permet de valoriser l'humanisme d'Israël. On s'attaque à votre mari, Salah Hamouri. Est-ce qu'on s'attaque aussi à vous à distance? Clairement, est-ce que vous recevez des menaces? Oui. Après, ça c'est malheureusement le lot de pas mal de gens dès qu'on parle de la Palestine. C'est fréquent? Ça se rapporte peut-être à une exposition médiatique, peut-être plus importante à un moment. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, moi c'est pas, ça m'impressionne pas. Tous les gens, il y a plein de gens, il y a plein de militants qui ont reçu des menaces. Chaque député qui fait une lettre aussi bien concernant Salah, mais concernant la reconnaissance de l'État palestinien, etc., se voit invectivé par des citoyens et des citoyennes qui aimeraient faire taire toutes les voix qui s'élèvent pour dénoncer la politique de l'État israélien. Est-ce que Salah Hamouri est un citoyen de seconde zone selon vous? Considéré comme tel en tout cas en France? Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr, et c'est dommageable. Alors d'abord pour lui, mais aussi on sait que Emmanuel Macron essaye de surfer un peu. Là, il a un peu de mal en ce moment sur la cohésion nationale. Il est pas trop aidé en ce moment par ses ministres, mais quand on prétend être attaché à la cohésion nationale, on peut pas renvoyer l'image que un Français qui s'appellerait Lou et qui serait incarcéré en Turquie mérite d'être défendu et libéré, et un Français qui est aussi palestinien et donc qui s'appelle Salah et qui est incarcéré en Israël, lui, ça fait 9 mois qu'il est détenu sans charge, et la France attend. Donc c'est dangereux ce que l'État français renvoie comme message à toute la population française. Ça passe très vite, Elsa. Un dernier petit mot peut-être pour sensibiliser les auditeurs qui nous écoutent cet après-midi. Peut-être aussi l'occasion de nous redonner toutes les coordonnées des réseaux sociaux
pour soutenir Salah Hamouri, parce que c'est l'union qui fait la force plus que jamais. Alors il y a une page Facebook Liberté pour Salah Hamouri, un Twitter Libérer Salah, un site internet libertépoursalah.fr. Voilà, faut pas hésiter à nous contacter s'il y a besoin qu'on se déplace localement. Il y a pas mal de choses qui ont été faites aussi en province et qui sont faites régulièrement. Donc faut pas hésiter à nous contacter et voilà, on viendra avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'espoir en vous ce soir, là maintenant, tout de suite, de revenir dans ce studio avec Nadia et Anissa, accompagnés de Salah Hamouri? Ah oui, très vite, j'espère. Ouais. Oui, il y a bien sûr. Bien sûr. On y croit. C'est un mal incurable, l'espoir. Ouais. Merci beaucoup Elsa et bon courage. Merci infiniment Elsa. Et un gros bisou à votre enfant, voilà. Ne manquerait pas. Merci beaucoup et beaucoup de courage. Donc Elsa, à toute la famille, et on vous suivra évidemment de près, puisque dès qu'il y a quelque chose qui se passe, on vous passe un petit coup de fil, et comme ça vous passez à la radio. Aujourd'hui, c'était l'occasion de vous rencontrer, et j'espère effectivement, comme je disais tout à l'heure, vous revoir, mais pas seul, accompagné de votre cher et tendre. Merci beaucoup et bon courage. Merci. Dans un instant, Libertad. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, Anissa Regui, Nadia Lazouni, c'était un grand moment avec Elsa. Oui. Le fort, évidemment. Oui, grand moment. Ouais. Mais c'est vrai que ça laisse réfléchir, parce qu'on va tous rentrer chez nous ce soir dans nos familles. Bah voilà, bon. Courage en tout cas, et j'espère que tous les auditrices, auditeurs vont être sensibilisés, et on va avoir le temps là d'aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour soutenir ce comité de soutien à Salah Hamouri, pour faire pression, parce que tu disais un truc très juste avant de reprendre l'antenne, chère Anissa, tu disais je pense que la solution est politique. Oui. Voilà. Ouais. 01 40 ça va mettre du temps, oui. Mais je pense qu'elle est politique. Je reste optimiste là-dessus. 01 40 33 9000, Libertad, c'est là aussi un dispositif unique à la radio en France, sur France Maghreb 2, dans cette émission de LGF, le Grand Forum. Oui, on parle de Salah Hamouri, on parle de tous les sujets que l'on ne parle pas ailleurs, et on a aussi ce dispositif qui vous permet d'intervenir. Alors c'est parfois à risque, hein. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous allez nous dire. En tout cas, vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000. N'importe qui peut nous appeler de n'importe quel endroit sur cette planète Terre. Qui est là? Bonsoir, qui est là? Voilà, c'est ça le risque aussi de la liberté, c'est qu'on a affaire parfois à des animaux sauvages. 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler si vous avez un truc intelligent à dire. C'est le moment de prendre le téléphone. Allô, bonsoir. Salam alaikum Christophe, c'est Salima à l'appareil. Bonsoir chère Salima, vous nous appelez d'où? Alors, j'appelle de Puteaux. D'accord, on vous écoute Salima. Alors, déjà, je voulais dire que j'étais très touchée par le témoignage d'Elsa. Alors, je sais pas si on peut faire le parallèle. La situation de son mari, enfermé en prison, ça me fait penser un peu à Nelson Mandela, même si les situations et les combats étaient différents. Et sinon, je voulais uniquement parler du fameux du professeur Tayeb Chouiref. J'ai eu l'occasion d'écouter à plusieurs reprises ses interventions, et je sais que c'est vraiment de qualité, et je conseille les différents ouvrages qu'il a écrits, notamment les enseignements spirituels du prophète en 2 volumes. Il a également écrit Lire et comprendre le Coran, et je trouve que c'est vraiment un intervenant de très très bonne qualité. Voilà. Nadia Lazouni, alors d'accord avec vous. Plus soi, bien évidemment. Ouais. Et oui, j'avais oublié de préciser que c'est un expert de la science des hadiths aussi. Exactement. Et juste un petit clin d'œil aussi pour l'histoire des intestins, histoire entre guillemets. Je peux également conseiller un ouvrage qui s'appelle Comment prendre soin de ses intestins. Ça a été écrit par un médecin japonais qui s'appelle Takanori Naganuma, et lui considère que les intestins c'est le premier cerveau et pas le deuxième cerveau. Et il y a plein de conseils pratiques sur l'alimentation et autres. Voilà. D'ailleurs, j'imagine que vous avez vu la vidéo sur l'éducation alimentaire pendant le Ramadan, éducation alimentaire et spirituelle de Tayeb Chouiref, j'en suis sûre. Et justement, il faut que je la voie parce que j'ai pas eu le temps de la voir. Vous allez la dévorer. Ça m'intéresserait également. Allez-y, merci beaucoup en tout cas, et bonne soirée. Sarah Tolok. Un dernier peut-être pour ce soir avant de passer à notre partie jeu. Je sais pas si vous êtes pressés toutes les deux, non? Non, ça va. Bon on va jouer alors dans un instant. 01 40 33 9000. Bonsoir, qui est là? Oui, bonsoir, c'est Ali là, d'ici les Moulineaux. Oui, Ali, d'ici les Moulineaux. Bonsoir, t'as l'air bien énergique toi, hein? C'est sûr que tu fais Ramadan. Ça va Ali, on t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Alors Christophe, c'était pour dire à Madame Salah que hier j'étais à Malakoff
il y a le portrait de son mari partout à la mairie de Malakoff. Ah bah super. Est-ce que tu savais, Elsa? Elle est encore avec nous là. Tu le savais? Non, je savais pas. Il y a des mairies que j'ai identifiées, mais Malakoff, allez, hein. Voilà, il est partout à la mairie de Malakoff. Libérez ça là. Merci beaucoup, Ali. Super. Voilà. Salut, je vous écoute là. Allez, merci beaucoup. C'est terminé pour Libertad. Donc dans un instant les filles, on va jouer puisque ça s'appelle la question qui fait mal à la tête du Ramadan, avec à gagner une corbeille de fruits offerte par fruitselect.com juste après le flash, le rappel de l'actualité de Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonsoir à tous. Des milliers de manifestants un peu partout en France, près de 2000 à Saint-Étienne ou encore à Pau. 3e journée de grève des fonctionnaires depuis les débuts du quinquennat d'Emmanuel Macron. À Paris, le cortège est parti de République vers la place de la Nation avec une image forte, les leaders des 5 syndicats qui défilent ensemble. Emmanuel Macron s'est exprimé ce midi pendant plus d'une heure et demie. À l'Elysée, le président a présenté ses initiatives pour améliorer la vie dans les quartiers défavorisés. Près d'un mois après la présentation du rapport Borloo, parmi les annonces à retenir, 30 000 offres de stage proposées par l'État et les entreprises pour les élèves de 3e. Un djihadiste belge qui avait menacé dans des vidéos la Belgique et la France a été condamné à mort par la justice irakienne après un procès qui a duré 10 minutes. L'inspection générale de la gendarmerie nationale saisie. Un homme de 21 ans a eu la main arrachée ce midi à Notre-Dame-des-Landes en ramassant une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre suite aux évacuations de la ZAD. L'engin a explosé. Les opposants avaient auparavant lancé des pierres et des cocktails Molotov sur les gendarmes. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, au Parlement européen à Bruxelles pour s'expliquer sur les lacunes du réseau social dans la protection des données personnelles des utilisateurs. Son audition par les chefs de groupes politiques est diffusée en direct sur Internet. Sport football, conséquence de la polémique autour du match Ajaccio-Le Havre. Le match entre Ajaccio et Toulouse prévu demain sera joué sur terrain neutre et à huis clos. La LFP qui a par ailleurs rejeté la réclamation du Havre en entérinant le résultat du match Ajaccio-Le Havre. La commission de discipline a décidé par ailleurs de suspendre à titre conservatoire l'entraîneur Olivier Pantaloni et le joueur Faïs Selemani. Les joueurs exclus lors de la rencontre, Mathieu Coutader et Joris Saint-Nati, sont aussi automatiquement suspendus pour le match de barrage aller contre Toulouse. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.